À l'occasion du centenaire de la mort du sultan Saïd Ali, surnommé le Grand Sultan, car il fut le premier à avoir pensé les fondements politiques et administratifs de l'État, un livre retrace la vie de ce prince qui très tôt avait compris l'importance stratégique de l'archipel. Thouébat Saïd Omar Hilali, bonjour. Bonjour. Le titre du livre que vous consacrez à votre grand-père, Saïd Ali, ma foi et ma force, la sienne ou la vôtre? Les deux. Et pour quelle raison? C'est la foi qui m'a conduit à écrire ce livre, à approfondir mes recherches, parce que je crois que lui-même, dans tout le long de son combat, était guidé par la foi. La foi en Dieu, certainement, mais la foi qu'on porte en soi, parce qu'on est sûr de ce qu'on avance. Et tout le long de son combat, il a cherché non pas à se justifier pour des choses dont on l'accusait, mais à s'assurer qu'il était juste là où il avançait. Alors vous dites que c'est pour porter la lumière sur une injustice dont beaucoup s'accommodent. Mais pour quelle raison? Une injustice parce que, vous savez, beaucoup de livres ont été écrits sur ce sujet. Souvent, on nous a parlé des sultans batailleurs. Et les sultans batailleurs, comme dit... Vous le décrivez même comme quelqu'un de sanguinaire. Sanguinaire, voilà. Et je me souviens que dans ma jeunesse, je demandais toujours à mon père, à mes oncles, mais pourquoi on dit qu'il est sanguinaire? Et il y avait un contraste par rapport aux valeurs qu'on nous transmettait, de grandeur de l'esprit, d'âme, de respect de l'autre. Et je me disais, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en relisant les mémoires du sultan, son souci était toujours de pouvoir transmettre un nom qui ne serait pas entaché. Et tout le long de cette réflexion, j'ai pu arriver à conclure que non, c'est bien celui que je croyais. Ma foi m'a bien guidée. Et ça a été la force qui vous a porté à aller jusqu'au bout pour laver l'honneur de ce grand-père. De ce grand homme, oui, de mon grand-père, mais certainement du grand-père de beaucoup de Comoriens, parce que je retrouve dans cette image, parce que c'est l'homme qui a introduit ce grand manteau brodé, inspiré d'Oman, de Zanzibar, et qu'aujourd'hui, tous les Comoriens, même les révolutionnaires, cherchent à le porter. Ils sont tous des sultans, portent la tenue du sultan Saïd Ali sans reconnaître que il reproduit son image. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui les Comoriens pensent de cet homme, de Saïd Ali? Parce qu'il faut rappeler que c'est le dernier sultan des Comores. Hein. C'est le dernier sultan des Comores parce que nous arrivons à une période où la France entre dans la région. Madagascar il y avait Fort Dauphin, l'île Dauphine du Dauphin. Il y avait Diego, la base de Diego. Diego Suarez. Diego Suarez. Les îles de l'océan Indien étaient en proie. Donc, Saïd Ali savait que les Comores, un jour ou l'autre, d'ailleurs, il le disait dans une formule très imagée, puisque nous allons être mangés, autant choisir la sauce dans laquelle nous allons être mangés. Et de loin, je préfère la française, c'est ce qu'il disait. Et pourquoi je suis allée chercher cette histoire? En 2004, alors que j'étais ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO, j'ai accompagné le directeur général Matsoura, Koichiko Matsoura aux Comores, en visite du CNDRS. Et je tombe devant les photos de notre histoire. Il faut dire que ça fait longtemps que j'ai quitté le pays. On me le reproche souvent, mais je crois que je connais mieux, un peu plus le pays que beaucoup qui prétendent. Et mon sang a glacé. Et japonais qu'il est, Matsoura m'a pris la main et m'a dit « Madame l'ambassadeur, n'auriez-vous pas oublié de me dire quelque chose ?» Je dis « Non, je crois vous avoir tout dit. » Mais à ce moment-là, je me suis dit « Oui, je dois retourner à mes recherches, je dois retrouver l'histoire. » J'avais des documents, mais il fallait qu'un Comorien le dise, parce qu'il avait été dit par d'autres et repris par d'autres, certainement des Comoriens aussi. Et là, je trouve les photos qui ont été exposées, voyez-vous, il y avait le grand sultan blanc dans sa tenue d'apparat avec le sabre et
et le poignard à la ceinture. Et le sultan des Comores, le dernier, il était assis sur un banc de jardin, il était en exil, très amaigri. Oui, il a été en exil à Diego Suarez, puis à La Réunion. Puis à La Réunion. Mais la période de Diego était très dure parce que nous rentrions dans la guerre pour la colonisation de Madagascar. Mais il avait été très amaigri à cette époque. Donc il est avec sa femme, qui venait d'épouser parce qu'il n'est pas parti avec sa femme mauricienne et sa fille. Et là, je me suis dit, à la maison, nous avons des photos du dernier sultan où il est beaucoup plus imposant. On voit les traits de l'homme qui a régné et qui a voulu apporter quelque chose au pays, mais pas celui-là. C'est quand même Saïd Ali qui est surnommé le grand sultan par les Comoriens. Et pour quelle raison? Le grand sultan parce qu'il est devenu le sultan de la Grande Comore. Le sultan, avec l'annexion, la réunification des toutes les îles. Voilà. Et son père était descendant d'Anjouan, mais il a vécu à Mayotte. Il a eu une descendance à Mayotte. À Moélie, il s'est marié, son père. À la Grande Comore, il y a une descendance. Et Saïd Ali a voulu être le réunificateur de ce que son père a initié. Alors, il avait choisi le protectorat de la France, mais malgré tout, c'est cette France qu'il envoie en exil. Est-ce qu'il ne l'a pas regretté? Non, je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai parlé de la foi. C'est quelqu'un qui croyait en ce qu'il faisait. Il avait compris parce que la conférence de Berlin était passée par là. Les îles de l'océan Indien ne pouvaient pas être ni anglaises, ni allemandes, ni portugaises, ni autre chose que françaises. Il a évité, comme il disait, au moins la souffrance de son peuple. Oui, mais ce protectorat qu'il a souhaité, en fait, s'est soldé par une colonisation française. On l'a écrit, mais voyez-vous, quand le premier Français, pas le premier Français, mais celui pour lequel il est tombé, Humblot est arrivé, qui est devenu le deuxième résident de France aux Comores, Humblot s'est présenté avec un tenue de jardinier, mais comme membre de l'Académie française. Et le pauvre sultan a cru que c'est un bon Français qui représente les valeurs de la France. Parce que le sultan, comme sa famille, comme son père, ils avaient été séduits par la France de l'ordre, de la prospérité, du progrès. C'est cette France-là dont il rêvait pour son peuple. Et quand il a vu cet homme-là arriver avec la complicité, parce que dans cette complicité, il y a eu il a créé sa société avec un notaire qui était le dépositaire des documents, mais qui était aussi membre de sa société. Et le président de la Chambre de commerce de Paris était le président de la société, vous imaginez. Donc il y avait une France des affaires, la bourgeoisie française. Saïd Ali, vous diriez qu'il a été victime d'un complot? Forcément. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est la France qui l'a sauvé aussi. Il faut dire que il est envoyé en exil, comme Toussaint Louverture. Il a été invité à dîner dans un bateau. Le bateau a levé l'ancre, il est prisonnier. Il s'est retrouvé à Diego Suarez. Il s'est retrouvé à Diego Suarez après un court passage à Mayotte. Et là, parce qu'il faut dire que c'est le résident de France à Mayotte, qui est gouverneur à l'époque, donc qui a organisé tout ça. Il y avait une dette derrière envers Humblot. Ils ont organisé l'enlèvement en pensant, donc Humblot, finalement, il allait couder libre. Donc il allait s'imposer comme le sultan blanc des Comores et faire ce qu'il voulait. Mais il y a 40 ans, justement, le rattachement de Mayotte à la France crée un déséquilibre. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on paye encore aujourd'hui dans l'archipel des Comores? Alors, on va venir à la conséquence avec Mayotte, mais je crois que le sultan Saïd Ali, là où je voulais venir, et rendre hommage à la France qui l'a sauvé, parce que c'est le gouverneur de Madagascar qui a mené l'enquête et qui a dit non, ça ne peut pas continuer. Il faut que cet homme-là ait ses droits. Non seulement, il y avait le député de La Réunion, Louis Brunet, qui lui a dit non, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut que vous défendiez vos droits et nous allons les défendre encore. Donc il y a deux France. Il y a la France des droits et des libertés et il y a la France opportuniste.
Qui a comploté contre lui. Qui a comploté contre lui. 40 ans, il y a 40 ans, vous dites, Mayotte s'est séparée des Comores, certes. Mais je dis, là aussi, je dis, il y a des opportunistes politiques. Parce que comment voulez-vous qu'on déclare l'indépendance unilatérale d'un pays sans s'assurer que tous les représentants des îles siègent? Deuxièmement, comment voulez-vous déclarer l'indépendance unilatérale des Comores, qui d'abord avait, c'est un acquis. Le fils du sultan, le prince Saïd Ibrahim, disait « Je ne conteste pas le fait de l'indépendance. C'est un droit, nous devons arriver. » Mais c'est la manière de faire au risque de perdre une partie du territoire. Et pour vous, la situation de Mayotte reste une aberration, comme pour beaucoup de Comoriens? Je pense que c'est une aberration dans un sens où il y a occupation du territoire, mais il y a aussi une chance pour les Comores. Parce que la France c'est la force. Je vais reprendre encore une de ces formules du sultan, où il dit si la France n'est pas notre patrie, elle est au moins cette nation protectrice, cette grande nation qui protège. C'était ses termes. Et cette France-là qui assure la sécurité dans la région. Nous sommes le problème des Comores, nous sommes trop petits pour la zone que nous occupons. Aujourd'hui, nos partenaires, en allant du Moyen-Orient en Afrique, tous les pays amis des Comores sont alliés à la France. Comment voulez-vous que la Comore tienne un bras de fer avec cette puissance protectrice? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il y a une autre voie de dialogue apaisé, d'accompagnement, pour trouver un équilibre afin que Mayotte puisse servir, non pas pour accueillir les sans-papiers, comme on les appelle, mais accompagner ses frères des autres îles pour un développement. Et là, je vais en profiter pour rendre hommage à un homme qui vient de nous quitter, nous sommes la période on a parlé de Bellemare, qui nous a quittés, mais à Adrien Giraud, le président du mouvement départemental de Mayotte, qui à plusieurs reprises, moi-même, il m'a dit, en 81, je l'ai rencontré à Mayotte, il m'a dit, ma sœur, Mayotte peut servir de locomotive, serrons-nous les mains. J'étais avec mon époux, il nous a dit ça. Il a eu l'occasion, récemment j'ai appris qu'il a eu l'occasion de le dire au président Djouar. Je peux attester qu'il a rencontré le président Taki et qu'il lui a proposé la même chose. Je crois qu'il y a des enjeux commerciaux, économiques, qui peuvent aider les Comores à sortir de cette impasse. Souefbat Saïd Omar Hilali, merci. Merci de m'avoir invité.